Abonnez-vous à Confessions interdites pour découvrir d'autres histoires. Commençons par celle-ci. Je pensais avoir construit la vie parfaite. Owen Mitchell, 33 ans, expert comptable principal, gagnant un solide salaire à 6 chiffres en analysant des nombres qui ne mentaient jamais, contrairement aux gens, apparemment. Il y a 4 ans, j'ai épousé Claire Hart, une femme époustouflante de 25 ans aux cheveux blonds miel et au sourire capable de faire oublier son propre nom à un homme. Nous avions un arrangement qui semblait idéal. Je serais le pourvoyeur, le roc, la fondation de notre avenir, tandis que Claire transformerait notre maison de banlieue de 3 chambres en un véritable foyer. Pendant les 3 premières années, cela a fonctionné sans accroc. Je rentrais à la maison en sentant l'odeur du dîner en train de cuire, accueilli par une femme qui me saluait avec un enthousiasme sincère, pour des conversations sur nos futurs enfants et nos projets pour le week-end. Claire semblait satisfaite de gérer notre foyer, décorant les pièces avec une attention minutieuse aux détails, organisant des dîners pour mes collègues, où elle charmait tout le monde sans effort. Je lui faisais une confiance absolue. Et pourquoi pas? Elle n'avait aucun souci financier, aucun stress professionnel, aucune raison d'être autre chose que reconnaissante pour la vie que je lui offrais. La maison était à moi seul, achetée avant notre mariage, avec le prêt hypothécaire uniquement à mon nom. Claire avait accès à des cartes de crédit, une généreuse allocation mensuelle, la liberté de faire du shopping et de déjeuner avec ses amis quand bon lui semblait. Elle conduisait le Honda CR-V que je lui avais acheté 2 ans plus tôt, vivait dans un confort que je m'efforçais de financer en travaillant 60 heures par semaine. Que pouvait-elle vouloir de plus? Mais il y a 6 mois, quelque chose a changé. Le changement a été si subtil au début que j'ai remis en question ma propre perception. Les séances de shopping de Claire, autrefois d'agréables sorties hebdomadaires, sont devenues des expéditions quotidiennes. Elle partait après le petit déjeuner et rentrait juste avant le dîner, portant des sacs d'achat qui semblaient bien insuffisants pour justifier 8 heures passées hors de la maison. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient vagues, fuyantes. « Oh, tu sais, j'ai juste fait les magasins, j'ai déjeuné quelque part, j'ai perdu la notion du temps », disait-elle d'un geste de la main. Les détails manquaient toujours. Quel magasin? Où as-tu mangé? Qui as-tu vu? Ces réponses flottaient dans l'air, aussi consistantes que de la fumée. J'ai commencé à remarquer d'autres choses avec cette même attention méthodique qui m'avait permis de réussir à repérer des anomalies financières. Claire se douchait immédiatement en rentrant à la maison, même les jours où elle prétendait n'avoir rien fait d'autre que de se promener dans des centres commerciaux climatisés. Son téléphone était devenu un appendice permanent, vibrant sans cesse avec des messages qui la faisaient sourire d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle inclinait l'écran dès que je m'approchais, le protégeant comme un secret d'État. Son apparence a changé, elle aussi. Du maquillage pour aller faire les courses, des tenues de créateur pour faire des courses banales, du parfum appliqué avec le soin de quelqu'un qui s'attend à être remarqué, mais pas par moi. Mardi soir dernier, j'ai trouvé un reçu dans son sac à main en cherchant mes clés de voiture. Riverside Café, en centre-ville, 2 cappuccinos, 2 plats pour le déjeuner, total, $47,83. Quand je l'ai mentionné avec désinvolture pendant le dîner, Claire a à peine suspendu le mouvement de sa fourchette. Oh, je suis tombé sur Sarah, de l'université. Nous avons déjeuné ensemble pour rattraper le temps perdu, a-t-elle répondu sans lever les yeux de son assiette. Mais elle n'a pas précisé le nom de famille de Sarah, n'a pas mentionné ce dont elles avaient discuté, n'a pas suggéré que nous invitions Sarah et son mari un de ces jours. Cette explication n'existait que pour combler le silence, dépourvu des détails naturels qui accompagnent la vérité. Cette nuit-là, allongé à côté de ma femme endormie, dans le lit que je payais, dans la maison dont j'étais propriétaire, fixant les ombres projetées par les lampadaires à travers les fenêtres que j'avais choisies. Mon instinct de comptable a hurlé avec la même certitude que je ressentais en découvrant des fonds détournés. Les chiffres ne mentaient pas. Les schémas révélaient la vérité, et chaque schéma que j'avais observé pointait vers une seule conclusion inéluctable, Claire me mentait. Sur quoi? Je n'en étais pas encore tout à fait certain, mais les fondations de notre vie parfaite s'étaient fissurées, et j'avais besoin de savoir jusqu'où allaient ces fissures avant que toute la structure ne s'effondre. J'ai pris mon téléphone dans l'obscurité, j'ai cherché, détective privé près de chez moi, et j'ai enregistré un numéro dans mes contacts. Je n'ai pas appelé, pas encore. Mais j'allais le faire. Parce que l'homme qui avait construit cette vie méritait de savoir qui était en train de la détruire de l'intérieur. Et si mes soupçons s'avéraient exacts,
Claire Hart Mitchell allait apprendre exactement ce qui se passait quand on essayait de voler un homme qui avait passé sa carrière à attraper des voleurs. Pendant 2 jours, j'ai lutté contre moi-même comme un homme qui se noie dans ses propres pensées. La part rationnelle de moi-même, celle qui était passée de comptable junior à analyste principal grâce à une réflexion minutieuse, insistait pour que je confronte Claire directement. Pour lui donner une chance de s'expliquer. Pour faire confiance à la femme que j'avais épousée. Mais la part professionnelle en moi, celle qui avait mis au jour d'innombrables cas de fraude d'entreprise, savait qu'il n'en était rien. On n'accuse pas sans preuve. On ne dévoile pas son jeu avant d'avoir calculé toutes les issues possibles. Et on ne laisse jamais, au grand jamais, le coupable avoir le temps de construire de meilleurs mensonges ou de détruire des preuves. Mercredi matin, pendant ma pause déjeuner, je me suis assis dans ma voiture devant le cabinet Baker et Associates, fixant le contact que j'avais enregistré, Raymond Cross, détective privé. Mon collègue James avait fait appel à Raymond 2 ans plus tôt, lorsque son propre mariage avait implosé. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé, avait dit James. Au moins, j'ai su la vérité au lieu de vivre dans sa toile de mensonges. J'ai composé le numéro. Cross Investigation, a répondu une voix professionnelle, nullement surprise, portant le poids d'un homme qui avait entendu cette histoire un nombre incalculable de fois. J'ai besoin que vous suiviez ma femme, ai-je dit doucement, surpris par la fermeté de ma voix malgré le tremblement de terre qui secouait ma poitrine. Je pense qu'elle me trompe, mais j'ai besoin de preuves avant de lancer des accusations. Raymond a posé les questions nécessaires avec l'efficacité d'un médecin relevant des symptômes. La description de Claire, un M68, cheveux blonds, signe distinctif, un Honda CR-V argenté. Son emploi du temps typique, les fenêtres horaires que j'avais observées, les schémas comportementaux qui avaient éveillé mes soupçons. Il a annoncé son tarif sans hésitation. $150 de l'heure. Provision minimum de 3 jours. Commencez demain, ai-je dit, et je lui ai donné les informations de ma carte de crédit. Le jeudi matin est arrivé avec une normalité trompeuse. Je suis allé travailler, j'ai assisté à des réunions budgétaires, passé en revue des rapports trimestriels, répondu à des emails, tout cela pendant que mon téléphone restait posé, face visible, sur mon bureau, comme une arme chargée. À 11h47, il a vibré. Raymond, le sujet a quitté la résidence à 10h15 dans le CR-V argenté, plaque d'immatriculation visible. Actuellement au Riverside Café en centre-ville, table d'angle. Elle est avec un homme d'une vingtaine d'années, carrure athlétique, cheveux bruns. Le langage corporel suggère une familiarité. Ils se penchent l'un vers l'autre, se touchent les mains à travers la table. Je documente tout. Ma vision s'est troublée. J'ai verrouillé la porte de mon bureau, je me suis assis lourdement et j'ai forcé l'air à entrer dans mes poumons qui semblaient avoir oublié leur fonction. 4 années de mariage réduites à un SMS. D'autres mises à jour sont arrivées tout au long de la journée, chacune étant une frappe chirurgicale en plein cœur. Raymond, les sujets ont quitté le café ensemble. Observation d'une étreinte prolongée et d'un baiser sur le parking avant de se séparer dans des véhicules différents. Je suis actuellement le véhicule du sujet. Raymond, le sujet s'est rendu directement à l'hôtel Riverside, dans le centre-ville. L'homme est arrivé 4 minutes plus tard dans une Ford Mustang noire. Ils sont entrés ensemble dans le hall. Confirmation de l'enregistrement dans la chambre 412 au nom de l'homme. Brett Donovan. J'ai des images vidéo d'un baiser avant d'entrer dans le bâtiment. J'ai fermé mon ordinateur portable, dit à mon assistante que je ne me sentais pas bien, et j'ai quitté le bureau. J'ai conduit sans but à travers des banlieues qui me semblaient soudain étrangères. Les mains tremblantes sur le volant d'une voiture que j'avais achetée avec l'argent gagné grâce à mon dévouement pour une femme qui, à cet instant précis, était nue dans une chambre d'hôtel avec un autre homme. Raymond, les sujets quittent l'hôtel, 15h52. Étreinte prolongée dans le hall, visible à travers les portes vitrées. L'homme a embrassé le sujet pour lui dire au revoir à l'ascenseur. J'ai une identification faciale claire des deux parties. J'ai vérifié les plaques d'immatriculation. Brett Donovan. 26 ans, adresse enregistrée, appartement Parkside, employé au Apex Fitness comme entraîneur personnel. Un entraîneur personnel. 26 ans. J'ai presque ri face au cliché, mais le rire exigeait un souffle que je n'avais pas. Ce soir-là, je suis rentré à la maison avant Claire. Lorsqu'elle a franchi la porte à 17h23, parfaitement à l'heure comme toujours, elle portait 2 petits sacs de course et fredonnait doucement.
la même femme qui avait embrassé un autre homme pour lui dire au revoir 3 heures plus tôt embrassait maintenant ma joue avec des lèvres qui avaient été ailleurs. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» a-t-elle demandé joyeusement. « Bien, ai-je réussi à dire. Et la tienne ? Oh, tu sais, j'ai juste couru à droite à gauche. J'ai trouvé quelques articles en solde chez Nordstrom Rack, a-t-elle répondu, se dirigeant immédiatement vers l'étage pour sa douche post-adultère, un rituel que je comprenais maintenant avec une clarté écœurante. Je me suis assis à notre table de cuisine, ma table de cuisine, et j'ai fixé le vide pendant que l'eau coulait au-dessus de moi, lavant les preuves de la trahison. Le vendredi et le samedi ont apporté plus de la même chose. Les rapports de Raymond arrivaient avec une précision d'horloger. 2 autres visites à l'hôtel. Un déjeuner en amoureux où Claire et Brett étaient assis si près l'un de l'autre qu'ils semblaient fusionner. Des reçus de cartes de crédit pour des frais d'hôtel que je finançais à mon insu grâce à l'allocation que je donnais à ma femme. Dimanche soir, Raymond a envoyé son rapport complet par email. Je l'ai ouvert dans mon bureau à domicile pendant que Claire regardait la télévision en bas, probablement en train d'envoyer des SMS à son amant pendant les pages de publicité. Le document contenait tout, des photographies en haute résolution, des fichiers vidéo, des horodatages, des confirmations de plaques d'immatriculation, et même des transcriptions de SMS que Raymond avait capturées à travers les reflets des écrans de téléphone. J'ai regardé une vidéo de ma femme embrassant un autre homme sur le parking d'un hôtel avec une passion que je ne l'avais pas vu diriger vers moi depuis des mois. J'ai vu des photos d'eux se tenant la main lors de déjeuners intimes, se regardant avec l'intensité de nouveaux amants se découvrant mutuellement. J'ai lu des fragments de messages. J'ai hâte de te voir demain, et Owen travaille encore tard. Nous avons toute l'après-midi. Mon nom, utilisé comme outil de planification pour son infidélité. Quand l'écran de l'ordinateur portable s'est éteint, reflétant mon visage à sa surface, j'ai vu quelque chose qui n'était pas là une semaine auparavant. L'homme qui me dévisageait en retour était plus dur, plus froid, calculateur. Le mari qui avait fait confiance aveuglément avait disparu. À sa place siégeait quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'il fallait faire. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé un email à Margaret Sinclair, l'avocate spécialisée en divorce la plus impitoyable de l'État. Objet, urgent. Besoin d'une consultation demain. Owen ? Tu viens te coucher, a appelé Claire d'en bas. J'arrive, ai-je répondu, ma voix parfaitement normale. Mais j'étais déjà parti. L'homme qui avait aimé Claire Mitchell était mort. L'homme qui allait la détruire ne faisait que commencer. Le lundi matin, j'ai appelé le travail pour me porter pâle pour la première fois en 3 ans. Claire a accepté mon explication d'une gastro-entérite sans se poser de questions. Pourquoi douterait-elle du mari qu'elle trompait depuis 6 mois? J'ai attendu qu'elle parte faire ses courses matinales avant de conduire vers le quartier juridique du centre-ville. Le bureau de Margaret Sinclair occupait le dernier étage d'une tour de verre et d'acier qui perçait le ciel comme une lame. Sa réputation la précédait à travers le hall en marbre. L'avocate spécialisée en divorce qui avait démantelé 3 politiciens de premier plan, 2 PDG et un chef célèbre avec une précision chirurgicale. La rumeur disait qu'elle n'avait jamais perdu une affaire où l'adultère était impliqué. Assis en face de son bureau en acajou, j'avais l'impression de consulter un général au sujet d'une stratégie de guerre. Margaret avait la cinquantaine, les cheveux argentés, et des yeux capables de disséquer des mensonges à 50 pas. J'ai glissé le rapport d'enquête complet de Raymond Cross sur son bureau, sans préambule. J'ai besoin d'un divorce, ai-je dit simplement. Et j'ai besoin qu'elle n'obtienne rien. Margaret a examiné les documents avec l'attention méthodique d'un médecin légiste. Photographie, vidéo, reçu d'hôtel, capture de SMS, confirmation de plaque d'immatriculation. Elle a absorbé chaque détail tout en prenant des notes précises sur un bloc de papier jaune. 20 minutes se sont écoulées en silence avant qu'elle ne lève les yeux. C'est en béton armé, a-t-elle dit en tapotant les photographies d'un doigt manucuré. Un adultère documenté avec des preuves photographiques et vidéos sur plusieurs occurrences. Une preuve évidente de tromperie et de trahison continue. Dans cet état, cela constitue un motif de divorce pour faute. Elle s'est adossée à son fauteuil en cuir. Vous conserverez la maison. Elle est uniquement à votre nom. Vous garderez vos comptes de retraite, vos économies, vos investissements, tout. Elle a été volontairement au chômage pendant toute la durée du mariage. Il n'y a donc aucun argument pour affirmer qu'elle a contribué aux biens matrimoniaux. Avec ces preuves, elle aura de la chance de repartir avec ses vêtements. Quel est le délai, ai-je demandé.
Je peux avoir les papiers rédigés d'ici mercredi. Comment voulez-vous que la signification des actes soit gérée, a-t-elle répondu. Je me suis penché en avant. Je me chargerai de les lui remettre personnellement, mais j'ai besoin de quelques jours avant qu'elle ne les reçoive. Pouvez-vous conserver les papiers jusqu'à ce que je vous donne le feu vert? Margaret a légèrement haussé un sourcil. Je ne veux être au courant de rien qui pourrait compliquer cette procédure, a-t-elle prévenu. Ce ne sera pas le cas, l'ai-je assuré. J'ai juste besoin de régler quelques détails d'abord. C'est votre calendrier, mais n'attendez pas trop longtemps. Et ne faites rien qui puisse compromettre notre dossier, a-t-elle répondu fermement. Après avoir quitté le bureau de Margaret, j'ai conduit directement jusqu'à la First National Bank, où j'avais mes comptes depuis plus d'une décennie. Mon conseiller financier, Robert Brown, m'avait aidé à naviguer dans tout, des programmes pour l'achat d'une première maison à la planification de la retraite. Maintenant, il allait m'aider à naviguer dans mon divorce. Je demande le divorce, ai-je expliqué en étalant des documents sur son bureau. Je dois sécuriser tous les actifs avant que les papiers ne soient signifiés. Robert a examiné mon profil financier avec une efficacité experte. Votre compte courant est uniquement à votre nom, il est protégé. Votre plan 401K et vos portefeuilles d'investissement, protégés. L'acte de propriété de la maison, protégé. La seule responsabilité conjointe est la carte de crédit qu'elle utilise pour les dépenses du ménage, m'a-t-il informé. En l'espace d'une heure, la carte de crédit de Claire était annulée et remboursée en totalité. J'ai ouvert un nouveau compte courant auquel elle ne pouvait pas accéder, j'y ai transféré le dépôt direct de mon salaire, et j'ai documenté chaque centime que j'avais dépensé pour Claire tout au long de notre mariage. Les chiffres étaient stupéfiants. 187 000 $ sur 4 ans. Près de 50 000 $ par an pour financer le style de vie d'une femme qui utilisait cette liberté pour me trahir. Encore une suggestion, a dit Robert alors que nous terminions. Changez tous vos mots de passe. Compte bancaire, plateforme d'investissement, email, tout. Si elle a accès à la moindre information financière, éliminez-le immédiatement. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai joué la normalité comme un acteur trouvant ses marques. J'ai embrassé Claire pour lui dire bonjour, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, j'ai mangé le dîner qu'elle avait préparé avec des mains qui avaient touché un autre homme cet après-midi-là. Nous avons regardé la télévision ensemble sur le canapé, sa tête sur mon épaule pendant qu'elle planifiait probablement son rendez-vous du lendemain pendant les coupures publicitaires. Mais à l'intérieur, j'étais déjà parti. L'homme assis à côté de Claire était un fantôme. Le véritable Owen Mitchell avait 3 coups d'avance, construisant sa chute avec la même précision méthodique que j'appliquais aux audits d'entreprise. Le mardi soir, j'ai passé un coup de téléphone à David Turner, mon ami le plus proche depuis l'enfance. David avait fait 2 missions en tant que marine avant de monter une société de sécurité privée. Il avait été mon témoin, il s'était tenu à mes côtés quand j'avais promis d'aimer et d'honorer la femme qui détruisait systématiquement notre mariage. David, j'ai besoin d'une faveur, ai-je dit lorsqu'il a répondu. Tout ce que tu veux, mon frère. Que se passe-t-il, a-t-il immédiatement répondu. Ma femme me trompe. J'ai des preuves. Je demande le divorce. Tout est géré légalement. Mais il y a quelque chose que je dois faire avant, et j'ai besoin que tu sois là avec moi, ai-je expliqué. David n'a pas hésité. Quand et où, a-t-il demandé. Demain soir. Je t'enverrai l'adresse par SMS, ai-je répondu. J'y serai, a-t-il confirmé. J'ai raccroché et j'ai fixé l'adresse de Brett Donovan. Unité 3B, appartement Parkside. Raymond l'avait incluse dans son rapport complet avec les informations sur son emploi, l'immatriculation de son véhicule, et même ses profils sur les réseaux sociaux. Brett Donovan, 26 ans, entraîneur personnel, collectionneur de secrets de femmes mariées. Je n'étais pas un homme violent. Je n'avais jamais donné un coup de poing de ma vie d'adulte, j'avais bâti ma réussite sur mon intellect et ma persévérance plutôt que sur la force physique. Mais certaines dettes exigent des formes de paiement différentes. Certains comptes devaient être réglés avant de pouvoir clôturer les registres. J'ai affiché la dernière publication de Brett sur les réseaux sociaux, un selfie de lui torse nu à la salle de sport avec la légende, bien mérité. Son sourire était arrogant, satisfait, l'expression d'un homme qui pensait s'en tirer avec un vol. Demain soir, Brett Donovan allait mériter quelque chose de complètement différent. Mercredi soir, 20h47.
Je me suis garé sur le parking en asphalte fissuré des appartements Parkside, avec David sur le siège passager. Le complexe était exactement ce à quoi je m'attendais, un monument en ruine dédié aux loyers bas et aux standards encore plus bas, où quelqu'un comme Brett Donovan pouvait se permettre de vivre avec un salaire d'entraîneur personnel. « T'es sûr de ton coup ?» a demandé David. Son ton ne comportait aucun jugement, juste l'inquiétude pratique d'un homme qui avait côtoyé la violence et en comprenait les conséquences. « J'en suis sûr », ai-je répondu. Nous avons grimpé l'escalier extérieur jusqu'au 2e étage, nos pas résonnant dans l'air humide de la nuit. L'unité 3B se trouvait au bout du couloir, une musique aux basses lourdes martelant à travers les murs fins. J'ai frappé avec l'autorité d'un homme exigeant le paiement d'une dette en souffrance. La porte s'est ouverte. Brett Donovan se tenait là en pantalon de jogging gris et rien d'autre, incarnant à 100% le jeune arrogant de 26 ans qui avait couché avec ma femme dans des chambres d'hôtel que je finançais à mon insu. Son corps était tout ce que le mien n'était pas. Jeune, sculpté, taillé pour le genre de passion physique qui comptait apparemment plus que 4 ans de dévouement et de sécurité financière. « Ouais », a-t-il dit, agacé par l'interruption, s'attendant probablement à un voisin venu se plaindre du bruit. Je n'ai pas parlé. Je l'ai bousculé pour entrer dans l'appartement, David me suivant immédiatement. Brett a trébuché en arrière, la confusion laissant place à l'alarme alors qu'il prenait conscience de la situation. « Ouah, c'est quoi ce bordel ? Qui êtes-vous » a-t-il exigé. « Je suis le mari de Claire Mitchell », ai-je dit froidement. Le sang s'est retiré de son visage comme l'eau d'un barrage qui cède. « Oh mec, écoute, je ne savais pas qu'elle était », a-t-il commencé désespérément. Menteur, les yeux coupés, la voix glaciale. Elle est mariée depuis 4 ans. Elle porte une alliance. Tu savais exactement ce que tu faisais quand tu as commencé à la voir. Je vous jure qu'elle a dit qu'elle était séparée. Elle a dit que son mariage était, a-t-il supplié. Mon poing s'est abattu sur sa mâchoire avant même que son excuse ne soit terminée. Brett s'est écrasé sur le côté contre le mur, sous le choc, le sang de sa lèvre fendue éclaboussant la peinture blanche bon marché. Il a essayé de se reprendre, a essayé de lever les mains pour se défendre. Mais David bougeait déjà, attrapant Brett par la gorge et le jetant sur la moquette tachée. « Reste à terre », a dit David calmement. Sa voix portait le poids d'un homme qui avait fait bien pire que cela dans des pays lointains. J'ai donné un coup de pied dans les côtes de Brett, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas des coups sauvages et désespérés, mais des impacts délibérés, calculés comme tout ce que je faisais. Brett s'est recroquevillé en boule, gémissant. Essayant de protéger son torse d'autres dommages. « S'il vous plaît, arrêtez. »« Je suis désolé », a-t-il haleté. Je me suis accroupi, je l'ai attrapé par les cheveux et je l'ai forcé à me regarder à travers le sang et les larmes. « Tu restes loin de ma femme. Tu supprimes son numéro. Tu fais comme si elle n'avait jamais existé. Parce que si je découvre que tu l'as recontactée, si j'entends seulement ton nom prononcé en lien avec le sien, je reviendrai ici et je finirai ce que j'ai commencé. Tu me comprends, ai-je exigé. Brett a hoché la tête frénétiquement, la terreur l'emportant sur la fierté. David s'est penché, sa voix calme mais empreinte d'une conviction absolue. Et si tu penses à appeler la police ou à parler de cette visite à qui que ce soit, ne le fais pas. Parce que nous le saurons. Et nous reviendrons. Et la prochaine fois, on ne s'arrêtera pas à des côtes cassées, a-t-il averti. Je me suis levé, j'ai regardé Brett une dernière fois. L'entraîneur personnel était brisé. Physiquement, émotionnellement, complètement. Sa belle gueule était temporairement ruinée, sa confiance anéantie, son sentiment d'invincibilité exposé comme l'illusion qu'il avait toujours été. Il guérirait. Ses côtes se ressoudraient, son visage redeviendrait normal, mais il n'oublierait jamais cette leçon, les femmes de certains hommes coûtent un prix trop élevé à payer. Nous sommes partis sans dire un mot de plus. Mes jointures étaient à vif et en sang. Je les ai essuyées sur mon jean alors que nous descendions les escaliers, ressentant quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction pour la première fois depuis des semaines. « Ça va ?» a demandé David quand nous avons atteint ma voiture. « Je vais bien », ai-je répondu. « Tu as franchi une ligne ce soir, mon frère ?» a-t-il fait remarquer. Je savais qu'il avait raison. L'Owen Mitchell qui avait construit une vie par une planification minutieuse et par les voies légales avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un prêt à utiliser la violence physique pour protéger ce qui lui appartenait ou pour punir ceux qui le lui avaient pris. Alors assure-toi que ça en vaille la peine, a ajouté David.
J'ai conduit pour rentrer chez moi à travers des rues de banlieue qui me semblaient différentes maintenant, changées par ce que j'avais fait et par ce que je m'apprêtais à faire. La Honda de Claire était dans l'allée. Elle était déjà de retour de l'endroit où elle m'avait dit qu'elle allait ce soir-là. Elle avait probablement retrouvé Brett plus tôt dans la journée. Ça n'avait plus d'importance maintenant. Je suis entré. Claire était sur le canapé en train de regarder de la télé-réalité, mangeant du popcorn dans un bol en céramique que je lui avais acheté pour Noël 2 ans plus tôt. Elle a levé les yeux et a souri avec la même chaleur qu'elle m'avait montrée depuis le jour de notre mariage. « Et, comment s'est passée ta soirée avec David ?» a-t-elle demandé joyeusement. « Bien. On a juste rattrapé le temps perdu », ai-je répondu. « C'est sympa », a-t-elle dit en tapotant le coussin à côté d'elle. « Viens regarder avec moi. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. La femme que j'avais épousée. La femme à qui j'avais confié mon avenir, mes finances, mon cœur. La femme qui avait méthodiquement détruit notre mariage pendant 6 mois tout en vivant dans le confort que je lui fournissais. Dépensant l'argent que je gagnais, dormant dans un lit que je payais. Demain matin, elle allait comprendre très exactement ce qu'elle avait perdu. « Je suis fatigué », ai-je dit. « Je vais me coucher. »« D'accord, chérie », a-t-elle répondu en m'envoyant un baiser. Le même geste qu'elle avait fait des milliers de fois. J'ai monté les escaliers, je me suis mis au lit tout habillé et j'ai fixé le plafond. Mes jointures palpitaient. Ma poitrine me semblait creuse, mais mon esprit était clair comme de l'eau de roche. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Margaret Sinclair, les papiers sont prêts. Demain, ai-je répondu. Demain matin. 9 heures, j'ai réglé mon alarme sur 6 heures. La dernière matinée normale de Claire était presque terminée, et elle n'avait aucune idée que son monde entier était sur le point de s'effondrer. Le jeudi matin, je me suis réveillé à 6 heures comme prévu, je me suis douché, habillé de mes vêtements de travail avec la même précision que j'avais maintenue chaque matin pendant 4 ans. J'ai préparé du café, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai attendu avec la patience d'un prédateur qui a passé des mois à planifier la frappe parfaite. Claire s'est réveillée à 8h30, son heure habituelle. J'ai entendu l'eau de la douche couler, je l'ai entendue s'affairer dans sa routine matinale qui était devenue aussi prévisible qu'un lever de soleil. Elle est descendue à 9h15 vêtue d'une robe d'été jaune et de talons, le maquillage appliqué avec une précision artistique, les cheveux coiffés pour quelqu'un qui valait la peine d'être impressionné. Elle allait encore faire les magasins. « Bonjour », a-t-elle dit joyeusement, attrapant son sac à main sur le comptoir en granit dont j'avais payé l'installation. « Je sors pour quelques heures. Tu as besoin de quelque chose pendant que je suis dehors ? » J'ai pris une gorgée de café délibéré. « Je ne pense pas que tu iras nulle part aujourd'hui, » ai-je dit calmement. Claire s'est figée, sa main se figeant sur ses clés de voiture. « Comment ça ?» a-t-elle demandé, la confusion s'insinuant dans sa voix. « Ton petit ami ne pourra pas te voir. »« Il est indisposé, » ai-je répondu. Le sourire est mort sur son visage comme on éteint une lumière. « Quoi ?» a-t-elle murmuré. Je me suis levé lentement. J'ai marché jusqu'au comptoir où l'assistante de Margaret Sinclair avait livré une enveloppe Kraft 1 heure plus tôt. Je l'ai ramassée et je l'ai jetée aux pieds de Claire. Elle a heurté le sol carrelé avec un bruit semblable à un coup de feu et des feuilles se sont éparpillées. Des photographies, des SMS imprimés, des reçus d'hôtel, des rapports de détective. Claire a baissé les yeux vers les preuves de sa trahison étalées sur le sol de la cuisine. Son visage est passé de la confusion à la reconnaissance, puis à la pure terreur. Des photos d'elle et de Brett s'embrassant sur des parkings, des photos d'eux entrant dans des hôtels ensemble, elle, la tête rejetée en arrière, riant de quelque chose qu'il avait murmuré. Des captures d'écran de SMS intimes où elle se plaignait de son mari ennuyeux et planifiait des séances l'après-midi avec son magnifique entraîneur. Une chronologie détaillée de chaque rencontre. Chaque mensonge, chaque moment de trahison documenté avec une précision médico-légale. Owen, a-t-elle commencé, sa voix se brisant comme du verre. Ne dis rien, les jeux coupés, ma voix plate, sans émotion. Le ton que j'utilisais pour annoncer de mauvaises nouvelles aux clients dont j'avais découvert les détournements de fonds. Je sais tout. J'ai engagé un détective privé pour te suivre pendant une semaine. J'ai des images vidéo de toi couchant avec lui dans des chambres d'hôtel que je paie. J'ai des photographies de toi en train de l'embrasser, de lui tenir la main. De rire avec lui pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour financer ton train de vie.
J'ai les reçus des hôtels que tu as facturés sur la carte de crédit que je t'ai donnée. Les genoux de Claire se sont dérobés. Elle a lâché son sac à main, les papiers crissant sous ses talons alors qu'elle trébuchait en arrière contre le réfrigérateur. Owen, je t'en prie, c'était une erreur. Ça ne signifiait rien, a-t-elle supplié désespérément. Ça ne signifiait rien, ai-je demandé, mon rire glacial, assez tranchant pour couper. Tu le vois depuis 6 mois. Tu m'as menti chaque jour que Dieu fait. Tu prenais une douche en rentrant pour laver son odeur de ta peau. Tu as pris mon argent, tu as vécu dans ma maison, tu as dormi dans mon lit, et avec un entraîneur personnel de 26 ans dans des hôtels bon marché. Owen, je vais y mettre un terme. Je ne le reverrai plus jamais. Nous pouvons arranger ça. Je t'en supplie, a-t-elle imploré. C'est déjà terminé. Je m'en suis assuré hier soir, les jeux informaient froidement. Les yeux de Claire se sont écarquillés, une peur véritable remplaçant le calcul. Que as-tu fait, a-t-elle demandé, la terreur s'insinuant dans sa voix. J'ai rendu visite à Brett. Il a compris maintenant que tu étais intouchable. Il ne t'ennuiera plus, ai-je expliqué. Je me suis approché, la dominant de toute ma hauteur alors qu'elle se pressait contre les appareils électroménagers que j'avais achetés. Mais ça n'a aucune importance. Parce que tu ne vas pas rester ici. Owen, je t'en prie, a-t-elle sangloté, les larmes coulant sur son visage, détruisant le maquillage qu'elle avait appliqué pour un homme qui ne la verrait plus jamais. Je t'aime. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, ne jette pas tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons, ai-je répondu, ma voix s'élevant pour la première fois, 4 ans de rage réprimée trouvant enfin un exutoire. Je t'ai tout donné. J'ai payé pour cette maison, j'ai payé ta voiture, j'ai payé tes vêtements, ta nourriture, tes virées shopping, tes rendez-vous chez le coiffeur, ton abonnement à la salle de sport où tu l'as probablement rencontré. Et tu as utilisé tout ça. Chaque dollar que j'ai gagné pour entretenir une relation avec un autre homme. J'ai ramassé les papiers de divorce sur le comptoir, ceux que Margaret avait déposés électroniquement ce matin-là pendant que Claire dormait paisiblement à mes côtés. Je les lui ai jetés sur la poitrine. Elle les a attrapés par réflexe, ses mains tremblant si violemment que les feuilles bruissaient comme des feuilles d'automne. Je demande le divorce. Les papiers sont déjà déposés. Avec les preuves que j'ai, tu n'auras rien. Pas de pension alimentaire, pas de partage des biens, rien. La maison est à mon nom. Chaque compte bancaire est à mon nom. Tu n'as pas travaillé depuis 4 ans. Tu n'as donc aucun droit sur les biens matrimoniaux, ai-je déclaré. Owen, tu ne peux pas. Où suis-je censé aller, s'est-elle écriée. Va chez tes parents. Va chez Brett. Oh, attends, il ne voudra plus te voir non plus. Va en enfer, je m'en fiche, ai-je répondu froidement. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte en grand, la lumière du soleil matinal traversant le seuil. Sors de chez moi. Owen, je t'en prie, a-t-elle gémi, sanglotant maintenant, le mascara coulant sur ses joues en rivière noire, son apparence soigneusement construite en train de se dissoudre. Nous pouvons suivre une thérapie de couple. Je ferai n'importe quoi. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas, ai-je demandé, ma voix tombant à un niveau bas et mortel, le ton qui avait poussé des cadres d'entreprise à avouer leur détournement plutôt que d'affronter mes rapports d'audit. Je ne veux pas arranger ça. Je ne veux pas travailler sur notre mariage. Je ne veux plus de toi. Tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Tu n'es pas la femme en qui j'avais confiance. Tu n'es plus rien pour moi. Claire a essayé de s'avancer vers moi, tendant des mains désespérées. J'ai reculé d'un pas. Si tu n'es pas hors de cette maison dans 10 minutes, j'appelle la police et je te fais expulser pour violation de domicile. Tu as 10 minutes pour prendre ce que tu peux porter. Tout le reste, je le donne à des œuvres de charité ou je le brûle dans le jardin, ai-je déclaré fermement. Owen. A-t-elle commencé? 9 minutes, les jeux interrompus. Claire s'est effondrée sur le sol de l'entrée, sanglotant si fort que tout son corps était secoué de convulsions. J'ai observé sans émotion, ne ressentant rien d'autre qu'une froide satisfaction alors que la femme qui avait détruit notre mariage faisait enfin face aux conséquences de ses choix. Elle a fini par se relever, les jambes chancelantes, et a trébuché dans les escaliers. J'ai entendu des tiroirs claquer, des cintres s'entrechoquer, le bruit de quelqu'un dont le monde venait d'imploser essayant de sauver quoi que ce soit des décombres. Elle est redescendue en portant une valise bourrée de vêtements,
d'articles de toilette et de son ordinateur portable. Les affaires d'une femme qui était passée de propriétaire à sans-abri en 15 minutes. À la porte, elle m'a regardé une dernière fois. Son visage était détruit, rouge, enflé, strié de larmes et de maquillage étalé. La beauté qui m'avait attiré était réduite à l'état d'épave humaine. « Je suis tellement désolé », a-t-elle murmuré. Je lui ai fermé la porte au nez. À travers la fenêtre, je l'ai regardé reculer sa voiture hors de l'allée pour la dernière fois. Je l'ai regardé s'éloigner de la vie qu'elle avait systématiquement détruite par ses mensonges et sa trahison. Je ne me sentais pas victorieux. Je ne me sentais pas soulagé. Je me sentais vide, évidé, comme un bâtiment après une démolition contrôlée. Mais j'ai aussi ressenti autre chose. La satisfaction froide et dure que la justice avait été rendue, que les conséquences avaient enfin rattrapé les choix. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Margaret Sinclair. Elle a signé les papiers. C'est fait. J'ai supprimé le message et je me suis assis, seul, dans la maison qui était enfin, complètement, irrévocablement à moi. Le divorce a été finalisé en un temps record. Claire n'a rien contesté. Elle a signé chaque document que Margaret a placé devant elle. Elle a accepté une indemnité symbolique de 1500 $ et a disparu de ma vie aussi complètement que si elle n'avait jamais existé. J'ai tout gardé. La maison, tous les comptes d'épargne, les fonds de retraite, les portefeuilles d'investissement. J'ai fait changer les serrures le jour de son départ, j'ai fait don de la plupart de ses affaires à des œuvres de charité, et j'ai jeté le reste dans des bennes à ordures. J'ai repeint la chambre, acheté de nouveaux meubles, effacé toute trace de sa présence de ma vie avec une minutie méthodique. Ma routine quotidienne est redevenue ce qu'elle était avant le mariage. Métro, boulot, dodo, la solitude. Mes collègues savaient que j'étais divorcé mais ne posaient aucune question. Je n'ai donné aucune information de mon plein gré. Je suis resté le même expert comptable principal, fiable et méthodique que j'avais toujours été, sauf que maintenant, l'homme derrière le bureau était plus dur, plus froid, moins enclin à faire confiance. Parfois, la nuit, je reste allongé dans mon lit et je fixe le plafond en me demandant si le vide s'estompera un jour. Je me demande si je ferai à nouveau suffisamment confiance à une autre femme pour partager cette maison, cette vie, cette existence si soigneusement construite. La réponse, la plupart des nuits, est non. Claire Hartwell a abandonné le nom de Mitchell au travail comme caissière dans une épicerie discount à l'est de la ville. Elle vit dans un studio dans un quartier où les sirènes hurlent chaque nuit et où des barreaux recouvrent chaque fenêtre. Ses parents l'ont reniée lorsqu'elle s'est présentée pour chercher refuge. Son père, un homme que je respectais et avec qui je partageais les fêtes, a ouvert sa porte, a écouté ses explications larmoyantes et a rendu son verdict. Tu t'es déshonoré, toi et cette famille. Ne reviens pas, lui avait-il dit avant de fermer la porte définitivement. Elle a essayé de me contacter une fois, un long email décousu sur les regrets, le changement et les secondes chances. J'ai bloqué son adresse sans lire au-delà de la première ligne. Certaines portes, une fois fermées, le restent pour toujours. Brett Donovan a quitté la ville peu après notre rencontre. La rumeur dit qu'il était terrifié à l'idée que quelqu'un allait le tuer. Personne ne l'a revu depuis. Son contrat au Apex Fitness a été résilié sans explication, son appartement abandonné, ses comptes sur les réseaux sociaux supprimés. Parfois, la justice est expéditive et physique. Parfois, elle est lente et psychologique. Parfois, elle est les deux. Claire passe ses soirées seule, à faire défiler de vieilles photos sur son téléphone. Des photos de la maison, de la vie, de l'avenir qu'elle a échangé contre 6 mois d'excitation avec un homme qui ne valait pas les dégâts qu'il a causés. Elle se demande si elle cessera un jour de regretter ses choix. Ce ne sera pas le cas. Le prix de la trahison, je l'ai appris, ne se paie pas une seule fois. Il se paie chaque jour dans chaque conséquence qui s'ensuit, dans chaque porte qui se ferme, dans chaque nuit passée seule à se demander ce qui se serait passé si des choix différents avaient été faits. Je dors bien maintenant. Dans ma maison, dans mon lit, dans la vie que j'ai reconstruite sur les cendres de sa destruction. Et parfois, dans les moments calmes avant l'aube, je pense à la justice. À la façon dont elle vient lentement pour certains, rapidement pour d'autres, mais finalement, inévitablement, pour tout le monde. Claire Hart a appris cette leçon trop tard. Mais elle l'a apprise de bout en bout. Et ça, je suppose, ça me suffit.